Bienvenue dans le débat sur France 24, un débat consacré à la situation confuse aux Comores. L'armée a repris le contrôle de Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan. Les affrontements de cette semaine ont fait 3 morts et au moins 6 personnes ont été grièvement blessées. Les autorités accusent le parti Jouva de l'opposant et ancien président de l'archipel Ahmed Abdallah Sambi d'être à l'origine des violences. Les opposants accusent le président Azali Assoumani de se comporter en dictateur d'une république bananière. Le climat politique, vous l'aurez compris, s'est dégradé depuis le référendum constitutionnel du 30 juillet dernier. Ce scrutin a renforcé les pouvoirs du chef de l'État. Alors où en est-on? Qui sont les rebelles? Et finalement, quels sont les risques d'une crise politique? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Ortega Abdou Hassani, qui est journaliste, ancien attaché de presse de l'Assemblée nationale comorienne. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Ahmed Abdou Rahman, bonsoir, vous êtes président de SOS Démocratie Comores. Également Hakim Ali, bonsoir, vous êtes rédacteur en chef à RFO. Enfin Mansour Kamardine, bonsoir, vous êtes député de Mayotte, Les Républicains. Après une semaine de heurts, l'armée a donc repris le contrôle de la capitale d'Anjouan. C'est le retour au calme aujourd'hui. On fait le point tout de suite avec Nina Masson. Sur le port de Moutsamoudou, capitale d'Anjouan, c'est un dimanche comme les autres. Les activités ont repris après plusieurs jours d'interruption. Les assaillants se sont repliés au niveau de la Médina. Et les forces de sécurité ont encerclé la Médina pendant pratiquement 3 ou 4 jours. Et en même temps, nous sommes entrés dans des discussions avec les autorités insulaires et puis des éléments qui représentaient justement ces assaillants pour parvenir à un compromis. Dans les rues, les barrages militaires sont toujours en place, mais les soldats sont moins tendus. Depuis samedi, l'armée a été envoyée pour prendre le contrôle de la Médina. Une quarantaine de rebelles s'y étaient retranchés après 6 jours de violence qui ont fait au moins 3 morts. On a vécu une situation qui a été très dure vis-à-vis de nous, la population. Presque une semaine d'angoisse et de la terreur, exactement. Voilà. Donc maintenant, Dieu merci, je pense que ça va se terminer, Inch'Allah. À l'origine de la contestation, la réforme constitutionnelle et l'intention du président Azakou Assoumani d'organiser un scrutin présidentiel anticipé en vue d'un second mandat. Or, depuis 2001, la présidence est attribuée tous les 5 ans aux représentants de l'une des 3 îles. Le prochain tour devait revenir à Anjouan. Et avant de commencer ce débat, sachez d'abord que les Comores, ce sont 3 îles. La Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Vous allez les voir sur une carte. En arabe, Comores signifie les îles de la Lune. L'archipel se trouve dans l'océan Indien, vous le voyez, à mi-chemin entre l'Afrique et Madagascar. Et il y a une 4e île de l'archipel, c'est Mayotte. Et Mayotte est restée française. Et elle se trouve à 70 km au sud des côtes comoriennes. Hakim Ali, j'aimerais commencer avec vous. Donc, il y a une semaine de couvre-feu, il y a eu ensuite des heurts. L'armée a clairement repris le contrôle aujourd'hui de la capitale d'Anjouan. Où en est-on ? Aux dernières nouvelles à vérifier, le président Azali Assoumani a décidé de se rendre aujourd'hui. Il serait arrivé cet après-midi à Anjouan dans une volonté de montrer sa mainmise, son autorité sur l'ensemble de l'archipel. Le bilan de 3 morts, le bilan officiel et le bilan avancé jusqu'à cette date, avec au moins 6 blessés graves. Certains ont déjà été transportés sur Mayotte par ce qu'on appelle les kwassa-kwassa, ce qu'on appelle les kwassa sanitaires. Mais la tension reste vive encore en La tension reste vive, vous dites tout de même, malgré tout ? Exactement, d'autant que le gouverneur de l'île d'Anjouan a été placé hier sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce gouverneur, justement ? De faire partie de l'opposition, d'avoir été le commanditaire de ce qui a pu se passer la semaine dernière ? D'abord, il y a une chose qu'on ne lui reproche pas, mais qu'il revendique, c'est qu'il est opposé au président Azali Assoumani dans son projet de se maintenir au pouvoir au-delà de 2021. Et puis, on lui reproche d'être derrière les assaillants qui ont semé la pagaille dans la Médina de Moutsamoudou, ce qu'il dément totalement. Et depuis hier, l'armée a choisi, en tout cas l'État comorien a choisi de le placer sous résidence surveillée, comme c'est le cas de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui lui est placé en résidence surveillée à Moroni. C'est le cas, il était derrière les rebelles ? Lui, il dit que non. Lui, il dit que non. Vous n'en savez pas plus. Ahmed Abdou Rahman, vous êtes justement SOS, me semble-t-il,
SOS Démocratie Comores. Donc, a priori, vous êtes plutôt opposé, on va dire, au président en place. Qui sont ces rebelles pour vous? Enfin, les autorités comoriennes les appellent des rebelles. Ils sont aussi considérés comme des gens qui se sont révoltés, puisqu'il faut le savoir que le président Zali n'a d'autre moyen à utiliser que la force. Chaque fois qu'il y a une manifestation, le groupe d'intervention rapide de la police qui est armé utilise des balles réelles pour réprimer des manifestants. Mais qui sont ces manifestants, justement? C'est ceux qu'ils appellent les rebelles. Est-ce qu'ils font partie d'un parti d'opposition? C'est ce que dit aussi le président, d'ailleurs. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Comment ça fait-il que ce qu'on considère comme rebelle pour une ville comme Moutsamoudou qui a 3 km², disons, la Médina, c'est pas grand, c'est même pas comme les Médinas de Fès ou de Marrakech. Et avec au moins 200 ou 300 militaires, puisqu'il y a eu des renforts qui sont venus de Moroni, avec des armes lourdes qui ont, fait des pilonnages. Rien que la journée de mardi 16, il y a eu 22 obus qui sont tombés dans cette ville, dont des obus très puissants qui ont, parmi justement les 3 victimes, dont un enfant de 7 ans, parmi les 3 victimes, c'est suite à ces obus qui sont tombés sur, disons, les maisons qui se trouvent dans la Médina. Justement, le pouvoir dit que ce sont des partisans du parti Joua, l'un des partis d'opposition. Vous ne confirmez pas cette information? Enfin, comment ça fait-il que ce qu'on considère ces résistants n'ont pas été retrouvés, alors que justement, ils ont disparu, dit-on. L'armée a encerclé la ville de Moutsamoudou. C'est une petite ville, je ne vois pas là où ils peuvent passer pour partir. Et c'est là que je vois si ce n'est pas une grande manipulation, comme ça a été le cas de la soi-disant tentative d'assassinat du vice-président Moustadran, où que voulez-vous dire, ni voiture, on n'a pas vu avec... Ça aurait été fomenté par l'équipe actuelle en place. En tout cas, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire, et le problème, c'est que ce sont les victimes, en tout cas, les malheureux civils qui ont écopé, victimes, qui ont été assassinés, malheureusement. Et je voulais juste parler, puisqu'on parle en même temps de Mayotte. On va parler de Mayotte, on va en parler, mais je reste tout de même sur les rebelles. Je voudrais faire réagir Mohamed Abdou Hassani. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? On ne sait pas où sont ces rebelles. A priori, on n'est pas sûr qu'ils soient des partisans, justement, de l'un des partis. Et puis, vous allez jusqu'à dire que, finalement, c'est peut-être un coup monté, tout cela, de la part du pouvoir. Oui, bonsoir. Encore une fois, je voulais juste prendre une minute pour corriger quelques lignes sur la présentation de Mayotte. Mayotte fait partie des Comores, même si le député est là, il aura le temps de dire. On va en parler de Mayotte, mais sur ce qu'il a dit sur les rebelles. Et 3 îles et 4 îles, malgré l'île comorienne de Mayotte est toujours sous l'administration française. Voilà, sur la question des rebelles. Qui sont-ils? Où sont-ils? Je ne connais pas les rebelles, mais le gouverneur de l'île d'Anjouan a dit clairement qu'il ne connaît pas les noms des rebelles. Il n'a même pas contribué dans cette affaire. Les rebelles eux-mêmes, ils ont dit que nous ne sommes pas des politiciens. Nous réclamons la liberté, nous réclamons aussi la tournante d'Anjouan, nous réclamons aussi la démocratie. Et voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous ne savez pas non plus où ils se trouvent, ces rebelles. On ne sait pas s'ils ont disparu ou pas. Ils sont disparus, bien sûr, parce qu'ils étaient dans le Médina selon le gouvernement, selon les ministres. Vous êtes d'accord, justement, avec monsieur, de dire que c'est peut-être simplement un coup monté du côté je ne peux pas les dire. Alors, en tout cas, ça paraît peu probable parce que le plus grand perdant sur la scène internationale de ce qui vient de se passer en juin, c'est le gouvernement, au-delà des morts, bien sûr, et des familles qui ont perdu des gens. Sur le plan international, le gouvernement Azali ne sort pas grandi de cet épisode d'Anjouan, avec la déstabilisation qui se lie aujourd'hui vue de l'extérieur. Donc ça paraît très très compliqué. Donc vous ne croyez pas croire cette thèse? À une thèse où je fomente quelque chose pour qu'après la communauté internationale me tombe dessus. Ça paraît un peu. Donc où sont ces rebelles pour vous? Vous avez une idée? Ils sont forcément en Anjouan. Certains peut-être sont partis chez Mansour Kamardine à Mayotte. Certains sont à Mayotte. Certains sont à Mayotte. Mansour Kamardine, vous confirmez cette information que des rebelles auraient quitté l'île et seraient allés justement à Mayotte, se réfugier à Mayotte? Je découvre ça ici. Mais peut-être que d'abord revenir
vous voyez cette arrogance toujours, grand comorienne, Mayotte est comorienne, comme si Mayotte était une île inhabitée sans maître. Mayotte est française, cher ami. Elle a fait le choix, en 1974, comme vous, le bulletin que vous avez déposé dans l'urne pour dire que vous êtes fiers d'être indépendant est le même que nous avons déposé pour dire. Voilà, donc la France se trouve à 70 km des Comores. Absolument. Donc, ça, alors, Mayotte est française, et c'est toujours comme ça. Vous avez des gens qui, quand ils sont en responsabilité, ils disent Mayotte est comorienne, et une fois qu'ils sont en difficulté, ils se réfugient à Mayotte. Eh bien, vous avez effectivement raison d'espérer qu'il y ait au moins un territoire, parce que Mayotte, nous avons fait des manifestations pendant 3 mois, 6 mois, il n'y a jamais eu de tir de balles réelles et il n'y a pas eu de victimes. Alors justement, en parlant de Mayotte, pardonnez-moi, je vous interromps, en parlant de Mayotte, ce type de crise politique aux Comores, quel est l'impact sur Mayotte? Elle a nécessairement un impact parce que d'abord, les Mahorais eux-mêmes sont très accueillants de par notre fond culturel. Ensuite, donc, que voulez-vous dire? Ensuite, je veux dire que, eh bien, quand les gens sont en difficulté, eh bien, on peut les accueillir. Et ceux qui, notamment les blessés, les quassas sanitaires dont parlait M. Hakim Ali Saïd tout à l'heure, on les a effectivement reçus chez nous, et les blessés d'Anjouan sont actuellement, et heureusement que Mayotte reste française, aujourd'hui sont soignés à Mayotte. Donc le destin de Mayotte est inséparable de celui des Comores? Non, Mayotte a fait son destin, il a fait son choix. Mayotte est française, elle est fière de l'être. Mais Mayotte, comme aussi c'est la France, et comme Mayotte a cette culture, cette tradition d'accueil, eh bien, quand il y a des peuples qui sont en difficulté, eh bien, il est capable de, quand on lui tend de la main... Peut-être que les rebelles se trouvent à Mayotte. Les rebelles, à mon avis, ne se trouvent pas à Mayotte. Il y a des victimes qui sont arrivées à Mayotte. Il y a, de ce que j'ai appris également ce matin, que les officiers de sécurité du gouverneur seraient aussi arrivés à Mayotte, mais à ma connaissance, il ne fait pas partie de ceux qui ont été étiquetés comme étant les rebelles. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Comment ça se fait que le ministre de mon ami Souef Elamine vient de le dire tout à l'heure, que les militaires ont encerclé la Médina pendant 3 ou 4 jours. On arrive sur place, on ne trouve pas de rebelles. C'est une question qui est posée. La difficulté que j'ai en réalité, c'est de constater, vous l'avez dit, Hakim Ali Saïd, le président Sambi est placé en résidence surveillée, le gouverneur est placé en résidence surveillée, le vice-président Jafar a dû prendre la fuite, il est actuellement réfugié en Afrique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le président Azali se comporte, comme j'ai pu l'entendre, comme un dictateur en République bananière? Ça, ce ne sont pas mes mots. Moi, je constate tout simplement que tous ceux qui, de près ou de loin, se sont soulevés contre le référendum, ils sont en difficulté aux Comores. Ahmed Abou-Rahman, vous êtes d'accord avec ça? Oui, en tout cas. Ça vient justement, ce sont les opposants qui disent que le président Azali agit comme un dictateur en République bananière. Il faut revenir un peu, il y a une réforme de la Constitution au mois de juillet qui lui a donné plus de pouvoir. Donc est-ce que c'est le cas, vous pensez? Oui, avant juste de répondre, je vais, disons... mais répondez à mes questions, comme ça on avance dans le débat. M. Massour Kamardine a mis le débat de Mayotte en disant... On va revenir sur Mayotte. Le fait que vous considérez que Mayotte n'est pas comorienne, vous-même, vous avez de la famille en juin, Mayotte est une île comorienne selon toutes les résolutions des Nations Unies. On ne va pas revenir sur le référendum. Voilà, on ne va pas revenir sur le statut de Mayotte parce que là, on parle d'une crise politique. Donc, voilà, nous sommes pour l'intégrité territoriale des Comores, y compris Mayotte. Il ne faut pas mettre la zizanie ou, voilà, disons, essayer de s'aimer la... Le président Azali, selon vous, agit-il comme un dictateur d'une république bananière? Là, je vais vous donner des faits. Je ne vais pas donner des paroles comme ça. Le président Azali, qu'est-ce qu'il a comme système? C'est que dans un premier temps, chaque fois qu'il y a une manifestation, il envoie les forces armées, il réprime d'une manière violente les manifestants. Est-ce que la population a peur? Les prisonniers actuellement aux Comores sont dans une situation difficile en vous disant qu'il y a une quinzaine de personnes dans 3 mètres carrés. Ils urinent là-dedans, ils font des excréments. C'est un milieu dans la Médina où il y a les prisons. Les prisons comoriennes, c'est des prisons vraiment, disons, où les conditions de vie sont dégradées, ou même le soir, les gens ne peuvent pas aller faire, disons, leurs urines. Ils urinent sur place, ils font les excréments. Il est responsable de cela. Et là, évidemment, c'est le régime en place. Et en disant qu'il y a les tortures, on a
beaucoup de cas de torture. Il y a eu déjà les jeunes de Moroni et d'Iconi, 29 jeunes qui ont été torturés. L'histoire même a été envoyée à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis les autres, il y a Mustafa Secek, un ancien opposant, et puis Wadan, qui est d'ailleurs en France actuellement, qui ont été torturés. Il a été blessé, le bras. Enfin, bon, donc il y a une dérive. Il y a une dérive, c'est ce que vous dites. Dictatoriale. Et en même temps, les élections, c'est vraiment, ça ressemble à une république bananière parce que ce sont des élections où il y a les observateurs qui sont venus, de l'Afrique de l'Est. Ils ont constaté que, par exemple, dans certains bureaux, ils ont vu 20 votants. Quand ils arrivent une heure après, les urnes sont pleines. En fin de compte, c'est des élections où le ministre de l'Intérieur laisse des consignes au président des bureaux de vote. Vous mettez tel chiffre. Et après, il annonce que c'est 52% de participation, c'est 92% de... C'est ce qui s'est passé donc au mois de juillet pour changer. Ça ressemble effectivement à une république en même temps dictatoriale, sanguinaire, puisqu'il y a eu des morts, et une république bananière. Ortega Abdou Hassani, est-ce que vous êtes d'accord justement avec ces propos? En tant que journaliste, je peux aussi confirmer qu'il y a eu des tortures. Oui, il y a eu le bâillonnement, la démocratie non plus, aussi les manifestants, le droit de manifester. C'est très dur pour manifester à Moroni. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, à Paris, à l'ambassade des Comores à Paris, il y a eu des Comoriens qui se sont présentés sans pour autant demander l'autorisation de manifester. Mais la police, ils ont retrouvé qu'il y a des Comoriens qui n'ont pas demandé l'autorisation. Mais quand même, ils ont donné l'autorisation de manifester 1 heure de temps après. Ils ont dit qu'il faut aller demander l'autorisation. Mais si c'était à Moroni, ça aurait dû être des Kalachnikov, des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Donc c'est un exemple clair et net qui s'est passé aujourd'hui à Paris, devant l'ambassade des Comores à Paris. D'ailleurs, là, nous avons demandé pour une manifestation samedi prochain à 14h, tout près de l'ambassade des Comores. Contre le président Azali ? Enfin, en tout cas, contre ces répressions, contre les pilonnages de la ville de Moutsamoudou et les assassinats aveugles, puisqu'on parle même d'assassinats aveugles. Puisqu'il y a des... Ah oui, là j'ai oublié de le signaler. Avant cet incident, il y a eu un jeune qui s'appelle Naïl, qui a été torturé et il est décédé 1 semaine suite à ses blessures. C'est très grave ce que vous dénoncez. C'est arrivé aussi à l'île de Moïli. Ouais. Un autre jeune a été torturé jusqu'à la mort. C'est très grave ce que vous dites ce soir. Hakim Ali, est-ce qu'effectivement, parce que si on remonte un petit peu dans le temps pour que les téléspectateurs comprennent bien, il y a donc eu un référendum organisé par le président actuel en juillet qui s'est transformé en plébiscite, c'est-à-dire qu'effectivement une très grande majorité a voté pour qu'il y ait une modification de la Constitution. Selon les résultats. Donc ça veut dire que le président actuel peut se représenter, ce qui ne devait pas être le cas au départ. Est-ce que son objectif, c'est effectivement de garder le pouvoir et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre ? Oui, le président lui-même le dit. Il se propose de démissionner dans quelques mois pour une nouvelle élection présidentielle qui lui permettrait de commencer maintenant un mandat de 5 ans renouvelable. Donc ce qui l'amène jusqu'à l'horizon de 2020. C'est une réforme qui est très très compliquée à mettre en place au vu même de l'histoire de l'Union des Comores, d'où cette volonté de mettre à mal les libertés individuelles, les institutions du pays, la population dans sa majorité, en tout cas c'est ce qu'on ressent quand on discute avec les gens, n'adhère pas totalement à cette réforme qui peut déstabiliser le pays. Voilà, on en reparle dans quelques minutes. Vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques minutes. Dans la deuxième partie du débat sur France 24, largement consacrée à la situation aux Comores, le calme est revenu sur l'île d'Anjouan, mais il y a eu des affrontements importants la semaine dernière qui ont fait au moins 3 morts et 6 personnes qui ont été grièvement blessées. Les autorités accusent le parti Jouva de l'opposant et de l'ancien président de l'archipel, Ahmed Abdallah Sambi, d'être à l'origine des violences. Alors quels sont les risques d'une crise politique ? Quelques réactions et on poursuit ce débat. La situation a été quand même difficile parce que on a vécu une situation qui a été très dure vis-à-vis de nous, la population. Presque une semaine d'angoisse et de la terreur, exactement. Moi, j'avais complètement fermé cette porte. Je passais la tête dans ce trou pour dire bonjour aux voisins et m'enfermais. Mais depuis hier, c'est bon, on peut respirer l'air frais, la paix est revenue.
Grâce à Dieu. On les a vus donc, ces personnes au sein de la Médina. Mansour Kamardine, je sais que vous vouliez réagir justement. Est-ce que finalement le président Azali agit comme un dictateur? Encore une fois, moi, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Les Comoriens les plus avisés sont autour de cette table, ils répondent. Mais vous vouliez y répondre également. Je voulais répondre à une question, notamment de mon voisin, M. Ahmed Abdraman, qui dit deux inexactitudes. D'abord, il dit que j'ai été le premier à mettre sur la question de Mayotte. Vous revenez sur Mayotte. Moi, je vous demande non, mais c'est très important. C'est très important, chère madame, parce que mes amis, là, partout où ils sont, ils disent que je suis d'origine comorienne. Je veux m'inscrire en faux, les amis. Je n'ai aucun... Vous êtes député de Mayotte. Je suis député de Mayotte et originaire de Mayotte. Donc votre regard de Mayotte... De me dire, le regard que j'ai, c'est quoi? Le regard sur justement ce président. Non, je n'ai pas de regard sur ce président. Je crois que les Comoriens ont fait le choix. Le regard que j'ai, c'est du choix qu'ont fait les Mahorais il y a 43 ans. Les Mahorais ont eu raison de dire que nous faisons le choix avec fierté de rester français. De rester en France. Ils sont français. Nous avons aujourd'hui cette opportunité, effectivement, à chaque fois que c'est possible, d'étendre la main aux uns et aux autres quand ils sont en difficulté pour les aider. Maintenant, ce que je veux espérer, c'est que les Comores retrouvent la paix civile. Parce qu'effectivement, il y a un impact à Mayotte et Mayotte ne peut pas assumer... il y a un impact en l'occurrence sur l'immigration. Voilà, et sur l'immigration, sur les questions de sécurité, nous ne pouvons pas... voilà, c'est pas à Mayotte de gérer la crise comorienne. Donc il faut que les Comores retrouvent la paix là-bas pour qu'ils se développent et que les populations puissent être fixées là-bas et construire l'avenir des Comores aux Comores, pas à Mayotte. Hakim Ali, j'ai une question tout de même. C'est vrai que il y a eu quoi, une vingtaine de coups d'État aux Comores depuis à peu près 30 ans, 40 ans? Une quarantaine d'années, oui. Donc une vingtaine de coups d'État. C'est un pays très pauvre. On va revenir sur les chiffres parce que c'est intéressant de voir également l'indice de développement entre les Comores et Mayotte et d'ailleurs le reste des îles. Pourquoi autant d'instabilité politique? Et finalement, est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe aujourd'hui alors qu'on a l'impression qu'effectivement, c'est une sorte de répétition? Très honnêtement, moi j'ai envie de dire oui, je suis un peu surpris parce que j'ai été à Moroni le jour de la prise de fonction du président Azali. Et dans son discours d'investiture, il a dit son bonheur de pouvoir recevoir le mandat présidentiel des mains de son prédécesseur, Ikili Loudoanine, dans une forme démocratique, en toute quiétude, dans la paix et la sérénité. Il l'a dit dans le stade de Moroni. Donc vous avez eu un espoir. C'est pas j'étais convaincu qu'il avait compris la fragilité qui subsistait dans le fait de toucher aux accords de Fomboni de 2001. Ce sont des accords très très fragiles. Quels sont ces accords? Expliquez-moi. Alors les accords jusqu'en 2000-2001, à l'issue de la période des mercenaires, les Comores ont connu une grande instabilité, en grande partie venue d'Anjouan, qui voulait plus d'autonomie vis-à-vis de Moroni, qui n'avait pas besoin de prendre l'avion pour aller à Moroni pour faire son passeport, pour demander un acte de naissance. Ils voulaient un peu plus d'autonomie. Il y a une rivalité entre les trois îles, c'est ce que vous expliquez un petit peu? J'aurais envie de dire entre les quatre îles. Il y a toujours une rivalité ancestrale entre plus les îles sont éloignées, plus la rivalité est grande. Et il y avait un partage de pouvoir plus important auparavant? Alors, certains vous diront qu'ils prendront l'exemple de ceux qui étaient à la tête du pays. Il y a eu Ahmed Abdallah Abderrahmane, le premier président des Comores indépendantes, qui était enjoinné. Alors, si on part sur cette base de ceux qui ont été à la tête du pays, certains vous diront que les enjoinés ont eu plus le pouvoir que les moyens. Il y a eu toujours ce débat. En tout cas, il y a une rupture, vous dites, de la part du président. Il y a une rupture au début des années 2000. Et tous les hommes politiques de l'Union des Comores, jusqu'ici, ont dit leur volonté de respecter ces accords de 2001. Le premier à avoir porté atteinte à ces accords de 2001, c'est celui qui se retrouve en résidence surveillée aujourd'hui, Ahmed Abdallah Sambi, quand il fallait faire son passer... prédécesseur. Son prédécesseur, le prédécesseur du prédécesseur. Quand il fallait faire passer le premier successeur d'Azali. Quand il fallait faire passer le mandat présidentiel de Anjouan à Moéli, Ahmed Abdallah Sambi a voulu prolonger le mandat. Il y a eu des troubles à Moéli.
aujourd'hui, donc, on pensait que tout le monde avait... Vous n'avez pas l'impression que l'histoire se répète? Malheureusement, c'est ça. À vous écouter. Exactement. Malheureusement, c'est ça. Et je ne dis pas que les accords de Fomboni sont les meilleurs pour l'archipel des Comores, mais en tout cas, on n'a pas trouvé encore mieux pour garantir la paix et la stabilité. Et sans paix et stabilité, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de prospérité dans un pays. Donc, je pense que tant que les Comoriens ne prendront pas la mesure de l'intérêt d'abord de trouver la paix, le pays restera toujours dans la pauvreté. Et il n'apprend pas cette mesure, donc le président actuel, c'est ce que vous dites. Ahmed Abdou Rahman, c'est intéressant tout de même de retrouver les chiffres. On voit que que les Comores sont tout de même plombés par la misère, la corruption, manque de perspective, instabilité politique. Si j'ai regardé le PIB par habitant, il est de $1 500. Dans les Comores, il est à un peu plus de $10 000 à Mayotte. Donc on voit quand même que l'écart, même face à Mayotte, c'est tout de même très important puisqu'on est de 1 à 10. Si vous regardez également l'indice de développement humain, il est de 0,5 aux Comores et il est de 0,8 à Mayotte. C'est juste intéressant de faire ce comparatif. Il faut tout de même rappeler que Mayotte est le département français le plus pauvre de tous les départements français tout de même. Pourquoi finalement se maintient dans la misère? À votre avis, est-ce que c'est lié au régime politique ou pas? Enfin, je vais faire juste un rectificatif déjà pour les coups d'État. Il n'y a pas eu une vingtaine de coups d'État. On peut parler d'une vingtaine de tentatives de coups d'État. Tentatives, d'accord. Mais les coups d'État réussis, il y en a 5 aux environs. Dont la plupart, c'est avec les mercenaires, surtout Bob Denard. Et le dernier coup d'État, c'est justement le président actuel, Azali, qui a fait le dernier coup d'État, alors qu'on était dans une crise séparatiste, où il y a eu la sécession de l'île d'Anjouan. Il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir. Et apparemment, cette période, ça l'arrangeait parce que... il encourageait le séparatisme d'un côté pour pouvoir, disons, récupérer les biens au niveau de la Grande Comore. Donc, ça, c'est un coup d'État, vous dites. Le président Azali a comme méthode de faire des coups. Enfin bon, en tout cas, il fait des coups pour pouvoir... justement, rester au pouvoir et, disons, jouer sur le népotisme. Et ça vous a surpris également, vous ? Mais là où je voulais revenir par rapport à disons, le décalage entre Mayotte, une île que je considère comorienne comme la plupart des Comoriennes, et les autres îles, c'est que Mayotte, dans cette séparation, il y a deux choses. Évidemment, la France engage un processus de développement de Mayotte. Et en même temps, il s'avère que toutes les déstabilisations aux Comores et les régimes qui sont aux Comores, c'est sous le joug des services français. Enfin bon, pour dire les choses clairement. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est pour dire que la plupart, disons, des dirigeants politiques aux Comores, ils sont manipulés par les réseaux. À l'époque, c'était Focar, et puis on sait les réseaux. Ça, c'était il y a un certain temps. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais le problème, par exemple, le président Azali en question, il a ses réseaux en France. C'est quelqu'un qui a des soutiens en France. D'ailleurs, c'est vu la preuve, c'est que le Quai d'Orsay n'a pas dénoncé, malgré qu'il y ait eu des morts aux Comores. Vous souhaiteriez que la France prenne parti ? Non, mais c'est pour dire que c'est étonnant dans cette déstabilisation. C'est comme si la France laisse faire parce que, justement, c'est peut-être le jeu de la France et c'est un jeu dangereux. Comme quoi, on développe Mayotte et on mène la déstabilisation dans les autres îles. Là, vous êtes en train de dire que Paris est derrière la déstabilisation actuelle aux Comores. Le recul même économique des Comores, c'est dû à ces coups d'État et au régime népotiste et aux régimes qui font des détournements, et tout ça, ce sont des régimes qui sont sous le joug de la France. En fait, contre les Comores, on est victime par, évidemment, Focar d'un côté, et la logique continue, et de l'autre côté, la séparation avec Mayotte et le décalage. Et vous imaginez, évidemment, les Comoriens, même si M. Massoud Kamardine ne l'accepte pas, il y a beaucoup de Mahorais qui ont des familles dans les autres îles, donc il y en a qui vont à Mayotte pour leur famille, mais c'est pour dire juste des précisions. À l'époque, Mayotte est très gardée. Il y a au moins 3 radars. On ne peut pas démentir. Et on ne peut pas dire que cette déstabilisation, en tout cas, que ça émane de Mayotte. En tout cas, c'est... Mansour Kamardine, vous pouvez peut-être répondre. La main de la France est derrière
cette déstabilisation aux Comores? Nous avons une grosse difficulté aux Comores, et aussi longtemps que nos voisins et vieux amis continueront à toujours accuser la main de la France, ils n'en sortiront jamais. C'est tout le problème, je dirais, de l'Afrique d'une manière générale. Les gens se font des coups d'État et puis ensuite ils accusent toujours l'ancien colon. La France n'a rien à voir avec ce qui se passe aux Comores. Au contraire, y compris moi qui vous parle, j'ai plaidé à la tribune de l'Assemblée nationale il y a 1 an. Je vais le faire encore d'ici quelques jours pour demander une augmentation, un renforcement de l'aide publique de la France pour aider les Comores à s'en sortir. Mais pour coopérer, chère madame, il faut être 2. Au lieu de rester à chaque fois d'accuser la France, comme le ministre l'a fait récemment encore en disant qu'un bateau, un kwassa-kwassa s'est réparti avec des armes depuis Mayotte. Donc les kwassa-kwassa, pour expliquer, ce sont ces bateaux... Les petits bateaux là, qui participent à l'immigration clandestine. Je crois qu'il faut en sortir. Et puis il y a aussi une erreur. Quand on fait les comparaisons des agrégats de développement, vous comparez le développement de Mayotte en disant, vous voyez, Mayotte, les Comores, c'est 1500, Mayotte, c'est 10 000. Mayotte a fait le choix de la France, madame. Et Mayotte est toujours, comment dirais-je, prête à participer, notamment dans le cadre de la coopération, puisque nous avons, avec l'Europe, des moyens colossaux pour participer au développement. Moi, si j'ai un mot à dire, un conseil, sortez de cette idée à chaque fois de voir la main de la France, y compris quand elle n'est pas là, parce qu'elle n'est quasiment jamais là. Profitez des moyens qui sont mobilisés pour aider. Le vrai problème, madame, que les Comoriens ne veulent pas dire, c'est qu'en réalité, on a calqué des institutions aux Comores, des institutions qui existent ailleurs, notamment en Occident, pour dire il y a un État comorien. Au fond, il n'y a pas d'État comorien. Il y a des États, un État enjoiné, un État grand comorien, un État moyen. Et tout le problème est là, Hakim Ali Saïd l'a dit tout à l'heure, mais de façon intelligible. C'est que quand c'est les grands Comoriens, qui sont en responsabilité, les enjoinés ne sont pas contents. Quand ce sont les enjoinés, les grands Comoriens, ainsi. Il y a une rivalité, c'est ce qu'il a dit. Donc, Ortega. Il faut, à mon avis, que effectivement ils aient une déconcentration, une décentralisation très poussée pour que chaque île se sente mieux et que chacune prenne ses responsabilités. Je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faudra changer de système politique. Sinon, ils continueront toujours comme ça à se faire des coups d'État et puis derrière venir toujours accuser la France. Ortega Abdou Hassani, vous répondez s'il vous plaît. Il faut changer de système politique. Moi, je crois que si le Comore n'est pas développé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu les déstabilisations ou sinon il y a eu la main de la France. C'est le gouvernement comorien, c'est l'ingérence, c'est la corruption, c'est le détournement des fonds publics. C'est exactement ça qui freine le développement des Comores. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu la France derrière ou des coups d'État orchestrés par la France. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je disais seulement que ce sont les Comoriens, les responsables, les présidents, les autorités qui continuent toujours à prendre les Comoriens comme des petits cons, qui gouvernent avec leur famille, avec des privilèges, avec de gros salaires, avec de n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu de tournements, de coups d'État, ce n'est pas ça. Et pourquoi est-ce que les gens ne descendent pas plus dans la rue? On descend, mais on a peur. On a peur, bien sûr. On a peur, bien sûr. J'ai vu... Hakim Ali, allez-y, je voudrais qu'il réagisse parce que vous êtes beaucoup intervenu. Hakim Ali. Alors, juste un mot en rapport avec Mayotte. Juste avant le référendum de juillet dernier, il y a eu ce qu'on appelait dans l'Union des Comores les assises. Parmi ces assises, les conclusions, c'est bien sûr de prolonger le mandat du président, notamment actuel, mais la volonté aussi de réussir l'unité nationale en récupérant Mayotte. C'est inscrit dans les conclusions des assises. Et tout ce qui se passe maintenant, avec la déstabilisation qu'il y a, c'est tout le contraire exactement qui se produit. Mayotte s'éloigne de plus en plus de l'Union des Comores parce que ce qui se passe à la fenêtre, j'ai envie de dire, de Mayotte n'encourage pas, décourage encore plus que jamais les Mahorais à intégrer l'Union des Comores. Parce que si le rêve d'unité comorienne existe pour certains, il ne pourra jamais se faire sans la volonté des Mahorais. Peu importe la formule qui sera utilisée. Et c'est là où l'actuel gouvernement comorien se trompe parce que dans une liste de conclusions d'assises, des objectifs à atteindre, tout n'est pas compatible en fait avec la réalité du terrain. Alors j'ai lu qu'il y avait peut-être une découverte de gisements de pétrole. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? C'est une rumeur? Oui, moi j'étais à l'Assemblée nationale. On a voté la loi pour
le pétrole. C'est vrai, il y a eu des entreprises américaines qui ont confirmé le pétrole, le gaz aux Comores. Et donc, du coup, parce que ça pourrait augmenter les convoitises, j'imagine. Enfin, il y a les convoitises, mais je voulais juste rectifier deux choses. Oui. C'est pour dire, enfin, bon, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas parce que le pouvoir est aux mains des Anjouanais que nos frères de la Grande Comore n'en veulent pas, ainsi de suite, mais ça dépend de la personne. Il y a eu le président, par exemple, Djouar, qui était de la Grande Comore. Il était là, il a ouvert la démocratie, c'est-à-dire il y a eu le multipartisme, les gens s'exprimaient. Donc il y a eu une époque, il y a une sorte d'âge d'or des Comores. Il y a eu la paix à l'époque, mais le problème c'est que quand on arrive à une personne, un ancien putschiste, le président Zali, et qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, qui viole les institutions comoriennes, je peux dire que le président, il a bloqué disons, la Cour constitutionnelle, parce que ses vice-présidents, il les a dit de ne pas nommer les membres, et puis il a pris une décision d'un coup de transférer le pouvoir à la Cour suprême, la Cour suprême dont il a nommé les membres qui sont sous ses bottes, donc d'où République bananière. Je voulais juste insister aussi sur une chose, parce que ça m'a interpellé, M. Mansour Kamardine, qui dit que l'idée, ça serait de créer peut-être que chaque île puisse... Là, c'est une idée autonome. C'est une idée séparatiste. Il a parlé de décentralisation. Non, mais ça nous amène vers cette idée toujours d'une confédération. Et cette idée, disons, de 1974, tout en disant que le référendum de 1974, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est contesté. Puis, dans l'accord de 1973, c'était qu'il fallait considérer les chiffres globaux. Mais c'est une idée dangereuse. D'ailleurs, je ne sais pas si le président Azali, qui est lui-même, il a montré par des actes que lui, il est séparatiste, d'un côté, par évidemment ses positions, ses nominations, son positionnement. Mais le problème, c'est que je me demande si il pousse pas justement en violant la Constitution, en voulant prendre le tour, par exemple, de 2021 pour en juin, si ce n'est pas son idée de pousser les gens à la sécession et après, on arrive la communauté diviser pour mieux régner, c'est ça que vous voulez dire. Et puis, non, parce que ça l'arrange. Si, par exemple, l'île d'Anjouan est ailleurs, lui, évidemment, il prend tout ce qui arrive à la Grande Comore. Pour sa poche. Mais en même temps, cette idée, c'est pas neutre qu'on puisse pousser d'aller vers une sorte de confédération qui est l'éclatement presque des Comores. Et là, je pose la question si M. Mansour Kamardine ne pousse pas cette idée justement de l'éclatement total des Comores. Enfin, alors qu'on sait que les Mahorais sont nos frères, on a la même langue, la même religion, les mêmes coutumes. Vous dites à Mansour Kamardine qu'il est cynique, finalement. Non, je n'ai pas dit qu'il est cynique, mais que j'ai l'impression qu'il encourage cette politique un petit peu de désintégration des Comores. Mansour Kamardine, c'est vrai, vous parlez de décentralisation. La décentralisation, c'est un terme à la mode. Et c'est la décentralisation. Aujourd'hui, nous étions à une réunion, notamment avec les Québécois. Oui, bien sûr, avec les Québécois. Et nous parlions justement de la nécessité de renforcer le pouvoir de nos collectivités pour pouvoir négocier à l'étranger. Est-ce la dislocation de l'État français? Non, loin s'en faut. Mais la difficulté, elle est toujours là. Je vais vous donner un autre conseil. Vous le prenez comme vous voulez, mais vous voyez l'erreur d'Azali, à mon avis. Parce qu'il est clair qu'il est inimaginable que l'État comorien puisse se développer avec toujours de la tournante ad vitam. Mais c'était ça au départ, ce fameux pacte dont vous parliez. Il fallait probablement y mettre un terme un jour. Moi, j'aurais été à la place d'Azali, ce que je ne suis pas et je ne veux pas l'être. Je ne l'aurais pas fait comme lui. J'aurais fait la réforme, j'aurais fait la Constitution et j'aurais dit, j'ai fait mon mandat et la réforme entrera en vigueur après moi. Je crois que ça aurait apaisé tout le monde. Et les Enjouanais que vous êtes, vous auriez pu reprendre la retroactivité. Ils auraient accepté. Mais alors pourquoi ne le fait-il pas? Mais ça, Hakim Ali. Ça, je crois. Il a d'autres ambitions. Voilà. Et donc, accuser les Mahorais de vouloir la dislocation des Comores. Non, je n'ai pas accusé les Mahorais. Vos positionnements. J'ai dit que ça va vers cette dislocation. Déjà, nous, on considère que les Mahorais sont nos frères. Vous pouvez considérer tout ce que vous voulez. Vous pouvez considérer tout ce que vous voulez. Les Mahorais ne sont pas comoriens. Les Mahorais sont Mahorais, ils sont français, ils sont fiers de l'être.
Hakim Ali. On a la religion, on a les mêmes cultures. Bon, effectivement, il reste ce débat. Hakim Ali, comment voyez-vous l'avenir? Alors, titre personnel. Vous voyez, madame, c'est très intéressant. Non, madame, c'est très intéressant. Il nous dit, à titre personnel, il est français, mais la terre. Monsieur Mansour Kamardine, attendez, je suis fier d'être français. On n'empêche pas aux Mahorais d'être français. D'accord, on a bien compris qu'il y avait un débat. Hakim Ali, quel est l'avenir aujourd'hui, justement, avec cette crise politique? Est-ce qu'elle risque justement d'avoir un impact extrêmement important? Quel est l'avenir aujourd'hui des Comores? Alors, d'abord, juste la question que vous m'avez posée avant. Parce qu'on est en phase de conclusion. Voilà, là. On y arrive. Alors, le président Azali Assoumani m'a fait l'honneur de me recevoir à titre personnel au mois de septembre dernier, après le référendum, justement. Je l'ai senti très inquiet dans ce processus. Mais il me disait, on ne peut plus reculer. Azali Assoumani a envie d'entrer dans l'histoire des Comores comme un grand bâtisseur. Actuellement, il a réussi à donner dans beaucoup de villes l'électricité. Il a engagé beaucoup de chantiers de routes, d'infrastructures structurantes de l'Union des Comores. Et il veut s'inscrire dans ce schéma-là, chose qu'il n'a pas pu réaliser lors de sa première mandature. Donc, mais il le fait par la force. Non. Malheureusement, parce ça que ne passe malheureusement, pas il y a des victimes, le sang a coulé. Le sang coule. Du passage en force. Le problème qu'il y a aujourd'hui, et je m'en suis ouvert au président, je lui ai dit la difficulté de faire passer cette idée de son maintien au pouvoir dans l'état actuel des choses. Les accords de Famboni sont encore trop jeunes pour être démembrés dès maintenant. Et donc le risque qu'il y a, pour répondre à votre question, c'est que le chemin est très long d'ici 2021 et les 30 ans. Et j'ai peur, très honnêtement, on n'est pas à l'abri d'un coup d'État. On n'est pas à l'abri alors, le coup d'État, ça serait justement le président actuel ou alors le chef de l'opposition? Celui qui est décrit aujourd'hui, c'est le président actuel. Donc il pourrait y avoir un vrai coup d'État. Le coup d'État institutionnel. Il a déjà fait un coup d'État institutionnel. Et des épisodes comme ce qu'on vient de vivre dans la Médina de Moutsamoudou, malgré les placements de certaines résidences surveillées, nous ne sommes pas à l'abri de ça encore. L'histoire peut encore se répéter. Ortega Abdou Hassani, est-ce que vous craignez justement qu'il y ait une sorte que ça fasse tache d'huile finalement cette crise politique aujourd'hui, que ça entraîne une déstabilisation des Comores, de Mayotte, enfin l'ensemble de la région? Je crois que c'est déjà clair et net, la déstabilisation est là. Nous cherchons maintenant la pré-déstabilisation, c'est-à-dire une sortie de crise. Mais je crois que le mieux, c'est de revenir aux accords de Famboni de 2001. C'est le plus mieux pour moi. Et d'ailleurs, le colonel Azali Assoumani, le président de la République, a pu, malgré tout ça, à réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Par exemple, Hakim vient de le dire, l'électrification des Comores, les routes qui sont en chantier sont des travaux qui ont été initiés par les présidents. Mais quand même, il a réussi. Il aurait pu s'arrêter là. Oui, exactement. Mais il a réussi à maintenir, à continuer pour la continuité de l'État. C'est bien. Mais par rapport au bâillonnement des institutions, la liberté individuelle, la démocratie, la liberté de la presse. On ne sait même pas, l'Assemblée nationale ne fonctionne même pas depuis l'ouverture de l'Assemblée nationale. Donc des risques. Exactement. Des risques de crise politique. Même la justice comorienne, on ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui est l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur qui propose les procureurs. Exactement. Le ministre de l'Intérieur peut, à chaque événement... Merci en tout cas. Merci à tous les quatre. Le ministre de la Justice, pas de l'Intérieur. On touche à sa fin. On aura compris que la crise politique ne fait que commencer à vous écouter. Merci à tous les quatre. Hakim Ali, Ahmed Abou, Rahman, Ortega Abdou Hassani, également Mansour Kamardine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de nous avoir suivis et vous restez avec nous.